Salut à toutes et à tous, merci beaucoup d'être au rendez-vous de Je C'était Podcast. Wimbledon bat son plein depuis une semaine et si vous n'avez pas eu l'occasion de tout suivre ces 8 derniers jours, eh bien rassurez-vous, on va rattraper tout ça ensemble et je peux déjà vous dire une chose, ces 3-4 premiers tours nous ont offert exactement ce qu'on attendait d'un Wimbledon, des surprises, des émotions, des matchs complètement dingues, des favoris qui ont vacillé, surtout dans le tableau féminin et d'autres qui ont confirmé leur statut dans le tableau masculin, Sinner, Djokovic. Cette première semaine nous a en tout cas rappelé que sur gazon, rien n'était jamais acquis et c'est probablement pour ça que Wimbledon reste un tournoi à part. Alors installez-vous confortablement parce qu'on va revenir ensemble sur tout ce qu'il fallait retenir de cette première semaine. Avant de lancer le jingle, je précise que ce podcast vous est proposé par Luxilon, fabricant belge de cordage depuis plus de 65 ans et qui fournit plus de 50% des joueurs du top 100 actuels chez les femmes et chez les hommes. Merci beaucoup à Luxilon pour leur soutien. Et maintenant, on est parti. Excellente écoute. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Si on devait résumer cette première semaine du tableau féminin à Wimbledon en un mot, je dirais imprévisible. On savait que le gazon réservait toujours quelques surprises, mais honnêtement, je ne suis pas certaine que beaucoup de monde aurait imaginé un tableau aussi ouvert après cette première semaine de compétition. En l'espace de quelques jours, la tenante du titre, Iga Swiatek, a pris la porte, tout comme Elena Rybakina, numéro 2 mondiale et l'une des grandes favorites de ce tournoi. Et puis dimanche, c'était au tour d'Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale, de prendre la porte, éliminée par Naomi Osaka. 3 énormes secousses qui ont complètement redistribué les cartes avant les quarts de finale. Et c'est peut-être ça finalement la grande histoire de cette première semaine, c'est que toutes les certitudes ont volé en éclats. L'une des grosses surprises de ce tableau féminin, je vous le disais, c'est l'élimination d'Elena Rybakina par Elise Mertens, 7-6, 6-1. Elise prive par la même occasion la Kazakh de la place de numéro 1 mondiale, parce que si elle s'était imposée, elle détrônait lundi prochain Aryna Sabalenka à la tête du classement mondial depuis 91 semaines. Elle n'arrive décidément pas à convertir son début de saison étincelant. Rybakina, depuis sa finale en début de saison sur terre battue à Stuttgart, elle est absente des grands rendez-vous, éliminée notamment au 2e tour à Roland-Garros. On pensait que le gazon allait pouvoir lui permettre de rebriller, mais ça n'a pas été le cas et Elise Mertens en a profité. Dans ce match, le premier set a été la clé. La Belge a sauvé énormément de situations compliquées au service. Elle a sauvé 8 balles de break sur 10 avant de gagner le tie-break. Et là, le match a basculé complètement. Elise Mertens s'est montrée très intelligente. Elle a énormément varié, pris la balle tôt et a empêché Rybakina de dicter l'échange. Et l'exploit est d'autant plus monumental pour Elise Mertens qu'elle ne l'avait battue qu'une seule fois auparavant en 8 confrontations. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir sur mes réseaux sociaux la réaction d'Elise Mertens après ce qu'elle qualifie de l'un des plus beaux exploits de sa carrière, eh bien, je vous propose de l'écouter tout de suite. Gagner le premier set contre elle, je pense que j'ai vraiment pris le dessus à ce moment-là. Et je me disais, ok, elle doit gagner encore 2 sets pour l'emporter. Donc vraiment, j'ai continué à croire en moi et je pense que c'était la clé aujourd'hui. C'est sans doute ce qui a fait la différence. J'ai joué de manière agressive, mais sans prendre de risques inutiles. Je n'ai pas commis beaucoup de fautes directes, mais oui, je suis évidemment très heureuse. C'est certainement l'un de mes succès les plus mémorables, surtout contre elle ici à Wimbledon. Et aussi, j'avais un 4e tour à défendre et quand je repense à mes résultats sur gazon cette saison, j'avais des sentiments mitigés. Mais j'ai vraiment réussi à entrer progressivement dans le match. C'était déjà le cas au tour précédent et cela m'a donné de la confiance avant aujourd'hui. Jouer sur le court numéro 1 est toujours quelque chose de très spécial. C'est vraiment un super terrain sur lequel jouer. I soaked it all in today in court 1. It's a beautiful court to play at.
Et Elise Mertens joue ce lundi son 4e huitième de finale sur le gazon londonien, son 17e en carrière. Ce sera contre Marie Bouskova, 23e joueuse mondiale, 4 places devant la Belge. Et la Tchèque a déjà battu notre compatriote à 2 reprises sur leurs 3 confrontations. Mais la dernière fois, à Dubaï, c'est Elise Mertens qui l'avait emporté sur un double 6-2. Toutes les chances sont donc du côté d'Elise et on espère de tout cœur qu'elle va se qualifier pour les quarts de finale. L'autre héroïne qui a fait trembler le All England Club cette semaine, c'est la jeune Alexandra Eala, 21 ans. Les fans de tennis l'ont découverte en 2025 quand elle est devenue la première joueuse philippine à atteindre la finale d'un tournoi WTA. C'était à Eastbourne et elle a aussi été la première de l'histoire à rejoindre le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. Elle a aussi brillamment atteint les demi-finales du WTA 1000 de Miami. Bref, Alexandra Eala, 32e mondiale, c'est la sensation et partout où elle passe, elle ne laisse personne indifférent. Formée à l'académie de Rafael Nadal à Majorque, elle impressionne par sa maturité et son calme dans les grands rendez-vous. Et ce Wimbledon ressemble de plus en plus au tournoi de la confirmation pour la jeune femme qui a donc éliminé la tenante du titre Iga Swiatek au 3e tour. Une victoire 7-6, 6-2 qui fait d'elle évidemment encore une fois la seule joueuse de son pays à se qualifier pour la 2e semaine d'un tournoi du Grand Chelem. Et c'est vraiment là qu'elle marque l'histoire parce qu'elle explique évidemment dans ses interviews d'après-match toutes les difficultés d'avoir grandi aux Philippines dans un pays relativement pauvre où elle s'entraînait avec sa famille après l'école, avec très peu de choses et donc elle émeut pas mal le public, cette jeune femme très charismatique et ce sera très intéressant de voir ce qu'elle va faire contre Yasmine Paolini, sa prochaine adversaire. Et puis la dernière énorme désillusion dans ce tableau féminin, c'est l'élimination ce dimanche d'Aryna Sabalenka, battue 6-2, 7-6 par Naomi Osaka. Il y a quelques mois encore, on se demandait si la japonaise retrouverait un jour son meilleur tennis. Aujourd'hui, elle est peut-être redevenue l'une des joueuses que personne n'a envie d'affronter. C'est le premier quart de finale à Wimbledon de sa carrière à Naomi Osaka, car oui, elle détient 4 titres du Grand Chelem, mais elle n'avait jamais vraiment performé sur le gazon londonien. Et Naomi Osaka affrontera en quart de finale l'un de mes coups de cœur absolus, vous le savez, Karolina Muchova, qui a éliminé en 3-7 Barbora Krejcikova, ancienne lauréate de Wimbledon, vraie joueuse sur gazon. Un match 100% tchèque, très disputé, dont Muchova a réussi à se sortir avec toute son intelligence de jeu. Elle a frappé 50 coups gagnants contre seulement 24 pour Krejcikova. 74% de points gagnés au filet pour Karolina Muchova. Un régal. Je le dis souvent, mais s'il fallait montrer à un enfant tout ce que le tennis permet de faire avec une raquette, je lui montrerai sans aucun doute Muchova. Slice, amorti, variation, montée au filet. Elle a une palette que très peu de joueuses possèdent aujourd'hui sur le circuit. À voir évidemment maintenant si elle réussira à contrer la puissance de Naomi Osaka. Les deux joueuses en sont à 3-3 dans leur confrontation, donc ça va être un des blockbusters de cette 2e semaine. Alors Coco Gauff, elle ne s'est pas laissée surprendre. Avant Wimbledon, elle disait encore manquer de confiance sur gazon et au 2e tour, elle est passée tout près de la sortie face à l'Argentine Solana Sierra. Elle était menée 7-4 dans le super tie-break décisif, mais elle a trouvé, l'américaine, les ressources pour gagner les 6 derniers points d'affilée. Coco Gauff n'avait encore jamais dépassé les 8e de finale à Wimbledon, malgré tout ce qu'elle a déjà accompli dans sa carrière. Cette année, elle atteint enfin les quarts de finale après avoir renversé Belinda Bencic. Et quand on y pense, Coco Gauff s'était révélée au monde entier. Justement, à Wimbledon, à 15 ans, elle avait battu Venus Williams. Ça fait une éternité, on a l'impression qu'elle est là, Coco Gauff, mais elle reste quand même très jeune. Elle jouera en quart de finale face à Jessica Pegula. On oublie souvent de la citer parmi les favoris de Jessica Pegula, mais franchement, elle est régulièrement en 2e semaine de Grand Chelem et l'américaine rêve par-dessus tout de jouer sur le center court de Wimbledon. Elle a encore jamais eu cette vraie expérience en 2e semaine du center court. Alors après sa victoire contre Ivanovic, elle a dit espérer que ce quart de finale ou une éventuelle demi lui offre enfin cette opportunité.
Et il y en a une autre de ses compatriotes qui l'a reçue, cette belle opportunité, alors qu'elle joue le tournoi depuis plus de 10 ans. C'est Madison Keys. À 31 ans, elle a disputé son tout premier match sur le court central face à Amanda Anisimova, avec à la clé en plus une très jolie victoire. Madison Keys jouera Linda Noskova en huitième de finale et elle pourrait être la future adversaire d'Elise Mertens en quart si la Belge l'emporte face à Marie Bouskova. Et dans ce bas de tableau féminin, je voulais encore juste épingler la très jolie histoire d'Aisling Kruger au 4e tour. Après s'être extirpée des qualifications, la seule joueuse qualifiée encore en lice dans le tableau féminin. Cette Américaine a été 29e mondiale en 2005, mais elle est redescendue au-delà de la 100e place mondiale à cause d'une blessure au genou qui a fortement perturbé sa saison et l'a empêchée de défendre ses points. Elle aura fort à faire en 8e de finale, Kruger, puisqu'elle jouera Marta Kostyuk, qui est toujours au rendez-vous de la deuxième semaine à Wimbledon, comme elle l'avait été à Roland-Garros. Du côté des moins bonnes surprises de ce Wimbledon, sachez que notre amie Maja Halinska, invitée par les organisateurs suite à son parcours exceptionnel à Roland-Garros, a été sortie au premier tour, mais alors dans un scénario tellement catastrophique. Face à la joueuse qualifiée thaïlandaise Manonchaya Sawankau, tout semblait parfaitement se dérouler pour la Polonaise. Elle avait remporté le premier set 6-2, elle menait 5-2 dans le deuxième, 40-30 je pense sur son service. Et là, en voulant couvrir son côté droit, elle a glissé sur le gazon et s'est tordue violemment la cheville droite. Malgré la douleur, Halinska a choisi de continuer après un temps mort médical, mais on a très vite vu qu'elle ne pouvait plus se déplacer normalement. Et la Thaïlandaise, évidemment, en a profité. Elle n'a pas sourcillé, elle ne s'est pas laissée déconcentrer. Elle est remontée point par point, jeu par jeu, pour empocher le deuxième set 7-5 et puis remporter la troisième manche 6-2 face à une adversaire qui ne pouvait plus vraiment bouger. En quelques minutes, Halinska est passée à un point d'une victoire à Wimbledon, à une élimination aussi cruelle qu'injuste. Et dans les énormes surprises de cette première semaine, il y a aussi l'élimination d'Elina Svitolina dès son entrée en lice. La 8e tête de série, double demi-finaliste à Wimbledon et l'une des joueuses les plus régulières de la saison, semblait pourtant avoir le match parfaitement en main face à sa compatriote Daria Snigur. Elle menait 4-0 dans le premier set et puis plus rien. Snigur a complètement renversé la rencontre pour s'imposer 7-5, 6-2 et signer au passage la plus belle victoire de sa carrière depuis son succès contre une joueuse du top 10. C'était en 2023. Pour Elina Svitolina, c'est une immense désillusion, évidemment, d'autant qu'elle arrivait à Londres avec beaucoup d'ambition après une excellente première partie de saison. Et sa compatriote Snigur a finalement été battue au 3e tour par l'américaine Kruger, dont on parlait à l'instant. Voilà un petit peu ce que j'avais épinglé pour vous dans le tableau féminin. Et tout ceci étant dit, bien malin celui qui est capable de dire aujourd'hui qui soulèvera le trophée samedi prochain en l'absence des 3 grandes favorites, Swiatek, Rybakina et Sabalenka. Et c'est ce qui rend cette édition aussi passionnante. Et moi, je mettrai une petite pièce sur Karolina Muchova. C'est sans doute celle qui a le jeu le plus adapté pour cette surface, le gazon. Donc, je la verrai bien soulever le trophée samedi prochain. Allez-y, si vous avez des pronostics à faire, n'hésitez pas à m'en envoyer sur mes réseaux sociaux via Messenger ou bien Instagram. Ça me fait toujours plaisir de connaître votre avis. Côté masculin, il y a des défaites qui font terriblement mal et celle que Zizou Bergs a essuyée au 3e tour en est une. Elle laisse en tout cas à tous les fans belges un goût amer parce qu'on avait vraiment le sentiment que Zizou Bergs avait le match en main face au Britannique Arthur Ferry, 114e joueur mondial, invité par les organisateurs dans ce Wimbledon. Mais la rencontre a pris une tournure assez inattendue avec une victoire du joueur anglais, une immense occasion manquée pour Zizou Bergs. Sur le papier, ce n'était pourtant pas le duel le plus attendu de cette première semaine, mais il s'est transformé en véritable marathon de 4h38, le plus long match du tournoi jusque-là. Pour comprendre cette défaite, il faut presque la découper en deux. Pendant plus de 3 heures, Zizou était globalement le meilleur joueur sur le court. Il avait remporté le premier set 6-2 avec autorité, perdu le deuxième d'un cheveu 7-5, mais il était reparti de l'avant en gagnant le troisième set 6-2. À ce moment-là, il mène 2-1 et semble avoir repris totalement le contrôle des opérations. Le véritable tournant arrive alors dans le 4e set. Zizou Bergs réalise le break, puis un deuxième,
8e. Le voilà qui mène 4-1 avec un double break d'avance. Autrement dit, il n'est plus très loin des 8e de finale de Wimbledon, un cap qu'il n'a encore jamais franchi dans sa carrière. Et c'est probablement là que le match bascule, dans la gestion de la pression, car petit à petit, le Belge perd un peu de sa fluidité. Là où il jouait relâché depuis le début de la rencontre, il devient légèrement plus hésitant. Les premières balles de service ont été moins efficaces, les fautes directes sont arrivées au mauvais moment et en face, Arthur Ferry comprend qu'il y a une ouverture. Le Britannique l'a d'ailleurs reconnu après le match. Il expliquait qu'il avait le sentiment que Zizou Bergs pouvait devenir un peu nerveux au moment de conclure ses matchs et que tant qu'il restait au contact, tout pouvait encore arriver. Porté en plus par un cours 18 entièrement acquis à sa cause, Ferry a retrouvé de l'énergie peu à peu, le public le poussant sur chaque point, chaque retour, chaque passing shot. Mais même si le jeu a été interrompu à plusieurs reprises du côté du Britannique qui souffrait de saignements de nez, on aurait pu penser que ces interruptions allaient casser son rythme, mais il n'en a rien été, c'est presque l'inverse qui s'est produit. À chaque reprise, il est revenu avec la même intensité et il a continué à croire qu'il pouvait renverser ce match, ce qu'il a fait en arrachant le 4e set au tie-break pour revenir à 2 manches partout. Le match avait alors complètement changé de visage. Le 5e set est resté extrêmement serré, les deux joueurs ont continué de se rendre coup pour coup et c'est à nouveau Zizou Bergs qui est parvenu à reprendre les commandes du match pour une nouvelle fois s'échapper à 4-1. Mais comme dans la 4e manche, Arthur Ferry a refusé catégoriquement d'abdiquer en voyant ce qu'il avait été capable de faire évidemment. Donc il s'est dit pourquoi pas un bis repetita et c'est ce qu'il est finalement parvenu à faire, à revenir à 4-4 et puis à pousser Zizou Bergs au super tie-break. C'est là qu'ils ont fini par se départager et dans cet exercice où chaque point compte double, eh bien c'est le Britannique qui s'est montré le plus solide, parvenant à prendre le large dès le début du jeu décisif. Ferry s'est donc imposé après 4h38 d'un combat aussi spectaculaire que cruel pour Zizou Bergs. Tout le monde souligne qu'il a fallu une incroyable résilience du Britannique, ancien compétiteur pour l'université de Stanford aux États-Unis, mais surtout il a pu profiter d'une baisse de lucidité de Zizou Bergs au moment de conclure pour voir ce scénario catastrophe se produire. Cette défaite est évidemment très difficile à avaler pour Zizou parce que les 8e de finale semblaient lui tendre les bras. Il était d'ailleurs absolument déconfit lorsqu'il s'est présenté à la presse après la rencontre. La conférence de presse a dû être interrompue, puis Zizou est revenu pour s'entretenir avec Philippe de Hulf de Tennis Belgium, mais il était toujours extrêmement ému. Je vous propose d'écouter donc cette courte interview. Ja. Je voelde een paar keer de betere tegenstander dan toch. Glipt het uit die handen. Oui, à plusieurs reprises, j'ai eu le sentiment d'être le meilleur joueur sur le court et pourtant le match m'a échappé. J'aurais sans doute beaucoup de choses à dire, mais la véritable raison, je ne la connais pas. Mais la qualité a manqué quand il le fallait, dans plusieurs secteurs du jeu. Avec le recul, il faut admettre que ça n'a pas été suffisant aujourd'hui. Il y a des avantages et des inconvénients à avoir joué beaucoup ces dernières semaines. L'avantage, c'est que ça t'apporte énormément de confiance et que tu parviens souvent à convertir les balles de break, mais il est possible aussi que sur la fin, ça finisse par peser. Cette défaite douloureuse ne doit pas faire oublier le très beau tournoi réalisé par Zizou Bergs dans lequel il a sorti Hugo Humbert et Jaime Faria. Il a confirmé cette semaine tout ce qu'il avait montré ces derniers temps sur gazon avec 7 victoires consécutives et un titre au tournoi de Eastbourne. Preuve qu'il possède aujourd'hui les armes pour rivaliser avec de très bons joueurs sur cette surface. Son niveau de jeu est là, sa capacité à se créer des occasions aussi. Le mental est parfois encore sa seule petite faiblesse, mais ce sera sans doute et certainement la prochaine étape de sa progression. Et sachez que j'ai pu m'entretenir avec le papa de Zizou Bergs, Koen Bergs, ce lundi midi, 2 jours après sa défaite donc à Wimbledon. Il nous raconte un petit peu comment il a vécu ce moment important de sa carrière. Il l'a accompagné pendant toute la semaine. Ils étaient en famille à Wimbledon. Une interview très touchante, très intéressante qui est réservée aux abonnés premium de Je C'était Podcast. Si vous voulez l'entendre ainsi que les 50 numéros
numéros exclusifs qui sont disponibles uniquement pour les abonnés premium, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Supporting Cast. Vous tapez Supporting Cast, C'était Podcast dans Google et vous avez accès à la préface très facile d'utilisation. Vous soutiendrez ainsi mon travail et vous contribuerez à ce que le projet puisse se poursuivre. Merci beaucoup d'avance à tous ceux qui m'ont rejoint récemment et à tous ceux qui le feront. Et Arthur Ferry, il va désormais rencontrer Grigor Dimitrov, une des histoires touchantes de ce Wimbledon 2026, parce que rappelez-vous, il y a un an, presque jour pour jour, le Bulgare quittait Wimbledon en larmes alors qu'il menait 2-7-0 contre un Yannick Sinner pourtant au sommet de son art. Le Bulgare s'était déchiré un muscle pectoral, une blessure terrible qui avait pratiquement gâché toute sa saison 2025. Et ce qui est assez fort, c'est que c'est ce qu'il a raconté avant le tournoi. Il a dit avoir eu peur de refrapper une balle un jour normalement. Pendant des mois, il a revécu cette blessure à chaque service. Il disait même avoir remis toute sa carrière en question parce que la blessure, elle était vraiment très lourde à son muscle pectoral. Alors oui, le voir retrouver la deuxième semaine à Wimbledon à 35 ans, après sa magnifique victoire en 5-7 contre Matteo Berrettini, eh bien, ça dépasse largement le simple résultat sportif. Et ce genre d'histoire, eh bien, c'est à souligner. Et dans ce tableau masculin, ce n'est pas le grand chambardement du tableau féminin. Les favoris sont encore là, enfin presque tous, mais personne n'avance tranquillement. Même les meilleurs ont dû s'employer. Commençons évidemment par le numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Lors de son premier tour, je me suis vraiment demandé si le tenant du titre n'allait pas vivre un Wimbledon beaucoup plus compliqué que prévu. Opposé à Miomir Kekmanovic, l'Italien a été poussé jusqu'au 5e set. Ce n'était franchement pas le départ idéal pour un joueur qui n'avait disputé aucun tournoi de préparation sur gazon. Après sa sortie au deuxième tour à Roland-Garros, rappelez-vous, il était cuit, il avait disputé toute une série de Masters 1000 sur terre battue et il a dit maintenant je m'arrête, je prends un petit peu de repos avant Wimbledon. Donc il arrivait sans véritable repère, mais il est toujours là. Et ce qui est impressionnant chez Sinner, c'est justement cette capacité à monter en puissance au fil des tours. Match après match, on l'a senti de plus en plus libéré, plus agressif aussi, avec une volonté très claire de raccourcir les échanges et de monter davantage au filet. Son 8e de finale contre le qualifié japonais Shintaro Mochizuki en est le parfait exemple. Le score est sec, mais Sinner a surtout montré qu'il savait désormais gagner sur gazon autrement que par la seule puissance, comme il l'a fait finalement pour gagner en 3-7 face à Nuno Borges au deuxième tour et à Jenson Brooksby au 3e. Alors on est d'accord, son tableau est franchement assez clément jusqu'ici et au prochain tour, il affrontera l'invité surprise de ses quarts de finale, l'Allemand Jan-Lennard Struff. À 36 ans, il dispute tout simplement le meilleur grand chelem de sa carrière, Jan-Lennard Struff. Oui, vous avez bien entendu, à 36 ans, après plus de 15 ans sur le circuit professionnel, il atteint pour la première fois les quarts de finale d'un tournoi du grand chelem. C'est fou quand on y pense et je crois qu'il avait fait aussi un très bon résultat en début d'année. Il vit en tout cas l'une des meilleures saisons de sa carrière et pourtant il y a encore quelques semaines, rien ne laissait présager un tel parcours. Sur ces 13 derniers tournois, Struff n'avait jamais été plus loin que le deuxième tour. À Wimbledon, tout a changé. L'Allemand s'est d'abord offert Daniil Medvedev au 3e tour. Le Russe a pourtant mené avec un break d'avance dans chacun des 3 sets et il a eu des balles de deuxième set, mais Struff est revenu à chaque fois pour s'imposer en 3 manches. Une démonstration de résilience. Et puis en 8e de finale, eh bien, l'Allemand a profité de l'abandon d'Hubert Hurkacz, blessé à la hanche, pour décrocher enfin ce premier quart de finale en Grand Chelem. Une récompense immense pour l'un des joueurs les plus appréciés du vestiaire. On parle souvent des jeunes talents qui explosent, mais le tennis nous rappelle aussi parfois qu'il n'est jamais trop tard pour vivre le plus beau moment de sa carrière. Et l'autre homme fort de cette première semaine qui semble totalement imperméable au temps qui passe, c'est évidemment Novak Djokovic. À 39 ans, le Serbe continue d'écrire un peu plus l'histoire de son sport en se qualifiant pour son 17e quart de finale à Wimbledon. Alors oui, il a encore laissé filer des sets dans 3 de ses 4 premiers tours. Oui, il s'est parfois montré agacé. Lui-même a reconnu après son 8e de finale contre Roman Safiullin qu'il n'avait pas pris beaucoup de plaisir sur le court, tant les conditions étaient compliquées. Et avec cette victoire contre Safiullin,
Djokovic est devenu le joueur le plus victorieux de l'histoire de Wimbledon chez les hommes avec 106 succès. Il dépasse Roger Federer, un record de plus pour celui qui vise un 25e titre du Grand Chelem. Il jouera contre Félix Auger-Aliassime en quart de finale pour d'éventuelles retrouvailles avec Yannick Sinner en demi. Du côté des surprises, elles ont été moins nombreuses que chez les femmes, mais elles ont quand même été de taille. La première, c'est évidemment, j'en ai parlé, l'élimination de Daniil Medvedev, double demi-finaliste à Wimbledon, qui peine toujours autant à confirmer ses bonnes saisons sur gazon lorsqu'il arrive à Londres. Et à noter qu'au cours des 7 derniers tournois du Grand Chelem auxquels il a participé, Medvedev n'a franchi le 3e tour qu'une seule fois. C'était à l'Open d'Australie en janvier, où il avait finalement été battu par Lerner-Tine. Mais c'est une stat assez inquiétante. Il reste l'US Open pour voir Daniil Medvedev tenter de sauver les meubles. Et son pote Andrei Rublev, lui aussi, a subi une grosse désillusion dans ce Wimbledon, sorti dès le premier tour par Roman Safiullin, justement après près de 4 heures de combat. Je ne l'ai pas souligné en parlant de Djokovic qui l'a battu hier, mais quel tournoi de Roman Safiullin, issu des qualifications, je vous le rappelle, où il avait notamment battu le Belge Kimmer Coppejans. On l'avait un peu perdu de vue après ses nombreuses blessures, Roman Safiullin. Il était retombé au-delà de la 130e place mondiale. Mais voilà, il s'est offert une magnifique deuxième semaine en éliminant Rublev et puis en poussant Novak Djokovic dans ses retranchements. Donc chapeau à lui. Casper Ruud, pourtant tête de série numéro 11, a lui aussi quitté Londres prématurément dès son entrée en lice. Il a été battu par Hubert Hurkacz. Donc on se retrouve à l'aube de cette première semaine avec 2 quarts de finale connus en haut de tableau. Yannick Sinner face à Jan-Lennart Struff, Auger-Aliassime face à Djokovic. En bas de tableau, les 4 huitièmes opposent dès ce lundi de Minor à Koboli, Dimitrov à Arthur Ferry, Taylor Fritz à Alexander Bublik et Jiří Lehečka à Alexander Zverev, qui s'est montré assez autoritaire sur cette première semaine. Là où il a rencontré le plus d'adversité, finalement, c'était face à Alexander Blocks dans un match épique en 4-7, 4 tie-break. Je vous propose d'ailleurs d'entendre la réaction d'Alexander Blocks après ce très beau match face au numéro 3 mondial. C'était en début de semaine, une réaction récoltée par Philippe de Wulf de Tennis Belgium. Ik denk als ik 5 weken geleden dat tegen mij gezegd Je pense que si on m'avait dit il y a 5 semaines que je pourrais vivre cela 5 semaines plus tard, j'aurais signé tout de suite. Les 2 premières fois quand j'ai joué contre Sacha, j'étais vraiment sans solution. Je n'avais pas de réponse et je ne savais pas quoi faire. Aujourd'hui, je pense que j'étais très proche. Met momenten dat ik echt dacht van die match is van mij, wat ik de voorbije 2 keer totaal niet had. Par moment, je me suis vraiment dit, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout ressenti les 2 fois précédentes. Je pense qu'après le premier set, j'ai commencé à jouer beaucoup plus agressivement. Mon service fonctionnait très bien, à part ces quelques doubles fautes dans le tie-break, à un moment assez important, mais cela n'enlève rien à toutes les bonnes choses que j'ai montrées. We hebben eigenlijk vooraf afgesproken om heel veel variatie te gebruiken. Nous avions convenu avant le match d'utiliser beaucoup de variations, de servir beaucoup plus sur son coup droit, ce qui n'est peut-être pas mon service préféré, mais je pense qu'à partir du 2e set, j'ai vraiment commencé à jouer beaucoup plus vers l'avant. J'ai aussi mieux retourné, ce qui l'a fait douter. Je ne pense pas avoir fait beaucoup de choses de travers. Parfois, dans les moments importants, il était un peu meilleur, comme dans le dernier tie-break. J'ai cligné des yeux et il menait déjà 4-0. Je me suis dit, je n'avais pourtant pas fait grand-chose de mal, mais 4 bons services et tu es directement mené de 4 points. Ensuite, il a encore très bien retourné 3 fois. Là, tu commences à douter plus vite. Direct 4 punten achter. Dan heeft hij nog 3 keer goed geretourneerd. Ja, begint je wat sneller te twijfelen. Et dans ces moments-là, ces gars montrent souvent pourquoi ils sont là où ils sont. Et comme Alexander Blocks, Raphaël Collignon disputait lui aussi cette année son tout premier Wimbledon. Il a malheureusement été battu au premier tour en 3-7 par le Français Arthur Fils, de retour après une blessure qui l'avait privé de Roland Garros. Raphaël Collignon était à la fois déçu après cette défaite, mais également étonné du niveau de jeu de son adversaire. Je trouve qu'il sert très bien, il met beaucoup de retours, il met beaucoup de pression, il est vraiment présent sur tous les points. Dès qu'il a une balle pour y aller, il s'appuie vraiment dedans. Des 2 côtés, il arrive à vraiment bien changer de direction.
Donc voilà, dès qu'il y a une balle qui remonte un petit peu ou un petit peu mal, il arrive à vraiment s'engouffrer. Et il n'a pas vraiment de faiblesse, donc quand on voit de toute façon ses résultats, comme je l'ai dit avant le tournoi, c'est vraiment quand il est en pleine possession de ses moyens, un des meilleurs joueurs du monde, donc on l'a bien vu aujourd'hui. Je pensais quand même avoir un peu plus de déchets, quoi. Mais franchement, il a vraiment bien joué. Après, je pense que dans le deuxième et le troisième, je l'ai quand même bien aidé, même si franchement, il était juste plus fort que moi, il n'y a rien à dire et c'est dommage. Je trouvais franchement que mon niveau était vraiment haut au premier set. C'était vraiment un très bon premier set, mais après, voilà, il était beaucoup plus fort que moi. Voilà pour les principales informations qu'il ne fallait pas manquer dans ce tableau masculin. Ce tournoi de Wimbledon se poursuit jusqu'à dimanche et il nous réserve son lot de surprises, j'en ai pas de doute. On suivra attentivement ce lundi le match d'Elise Mertens face à Marie Bouskova. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve très vite pour une analyse des quarts et des demi-finales. Ce sera en compagnie de Louis Barrigan qui est de retour de vacances et je serai ravie de le retrouver derrière le micro. Ne manquez pas ça, ce sera posté sur mes réseaux sociaux en fin de semaine. À très vite, ciao.